Donc bonjour à tous. Je vais vous parler d'accommodation familiale. Donc c'est bien parce que les présentations précédentes m'ont un peu ouvert la porte pour parler de ce thème-là. Pour en parler, je vais vous demander d'abord d'imaginer... Alors ceux qui m'ont déjà vu en présentation sur le sujet, je suis désolé, je vais redire la même chose parce que ça n'a pas changé depuis la dernière fois, du coup l'accommodation familiale. Mais du coup je reprends la même métaphore. Je vais vous demander d'imaginer un monde dans lequel tout d'un coup, il y aurait une maladie inconnue, une pandémie au niveau mondial. Je sais que c'est pas évident à imaginer, mais du coup, on va quand même essayer. Donc on vous dit qu'il y a un virus qui arrive, on vous dit qu'il faut se confiner, il y a un virus qui arrive et on ne sait pas trop ce qu'il fait, s'il est dangereux, pas dangereux, tout ça. Donc ça commence à faire un peu stresser. Puis du coup, vous faites les choses, vous vous confinez, et vous êtes avec une personne de votre famille que vous aimez beaucoup. Prenez dans votre tête la personne que vous aimez le plus. Cette personne, elle a très peur de ce virus. Et qu'est-ce qu'elle se met à faire? Elle se met à vous dire « Écoute, moi j'ai super peur, j'ose pas sortir, est-ce que tu peux aller faire les courses ? Moi j'ose pas aller dans les supermarchés, ça se trouve il y a le virus, je trouve ça dangereux. » Et comme vous aimez très fort cette personne, vous lui dites « Bien sûr que je vais aller faire les courses, t'inquiète pas, reste à la maison en sécurité, je m'en occupe. » Sympa, c'est normal de faire ça en fait. Et puis, les semaines et les mois passent, puis la personne vous dit « Ouais, mais alors du coup, tu ramènes les courses et moi, ça continue à me faire peur. J'aimerais bien que tu les nettoies et que tu ailles faire des courses avec des gants aussi, de préférence, pour pas ramener le virus à la maison. » Là, vous aimez la personne, alors vous continuez. Vous le faites. Sauf que là, ça commence un petit peu à vous gonfler, quand même. Vous êtes en train de nettoyer les courses, vous êtes en train de mettre des gants au supermarché, vous vous sentez pas très à l'aise avec ça, sachant que vous êtes un peu moins stressé par le problème. Vous voyez que ça dit, avec le temps, on se rend compte que bon, ça va, on peut vivre avec, etc., etc. Et là, vous voyez votre proche petit à petit qui, dans sa peur, se met à ne plus oser sortir, à s'isoler. Puis ça tombe bien, cette personne a un boulot en télétravail, donc elle se dit je vais rester complètement à la maison, ce sera mieux comme ça, j'aurai pas de chance de choper un virus grave, et ainsi de suite. Et vous vous mettez à faire plein de choses parce que la personne ne sort plus, a réduit ses possibilités, c'est vous qui compensez pour des démarches, pour les courses, pour des activités de la vie quotidienne, etc. Ça devient relativement pénible pour vous. Et là, vous vous rendez compte que ce que vous faites de faire à la place, c'est pas très productif, vous vous en rendez clairement compte. Mais comment faire autre chose maintenant? Comment changer ça? Et ça, c'est une question qui est difficile. Comment on peut faire autrement? Et c'est de ça que je vais vous parler. Alors juste à la base, l'accommodation familiale, c'est un concept qui a été étudié dans le TOC. Après, vous allez voir, ça a été étudié dans plein d'autres pathologies pour devenir quelque chose qui est de plus transdiagnostique. Mais à la base, je vous ai pris cet exemple parce que ça vient vraiment du TOC qu'on a pu étudier l'accommodation familiale. Donc il y a une définition. C'est les changements de comportement qu'adoptent les membres d'une famille d'un proche souffrant de troubles mentaux dans le but de diminuer la souffrance et la détresse qui y sont associées. On devrait rajouter à court terme. En gros, c'est ce que je fais pour diminuer la souffrance à court terme d'une personne. La personne me dit « je suis pas bien, je suis pas capable de faire ça, ok, je fais à ta place ». Mais typiquement, vous pouvez prendre « je suis pas bien d'aller faire mes courses parce que j'ai les voies, d'accord, t'es mon fils, je vais aller te faire tes courses toutes les semaines parce qu'il y a les voies quand tu vas au supermarché et que les voies, elles te persécutent ». C'est presque impossible, toutes les études montrent qu'en fait c'est impossible pour des proches de ne pas s'accommoder. Les chiffres sont très très élevés d'accommodation. On dit jusqu'à 100% si les gens vivent ensemble. Un peu moins si on ne vit pas ensemble. Ce concept, il a été mis en évidence dans pas mal de troubles. Tous les troubles anxieux, les troubles des conduites alimentaires, spectre autistique, les troubles de stress post-traumatique, les tics, les cauchemars chez l'enfant, les dépressions, le failure to launch, c'est pas vraiment une pathologie, c'est le fait que des jeunes vers 18-19 ans, ils doivent prendre leur envol, quitter le domicile familial et faire leurs études, et là, boum, ça bloque. Ils n'ont pas de troubles spécifiques, et ils n'arrivent pas à se lancer, et ils restent à la maison. Et là, on a beaucoup d'accommodations aussi. Pour les douleurs chroniques, pour le mutisme sélectif, ça n'a pas encore été mis en évidence pour la bipolarité, pour la schizophrénie, pour le trouble borderline. Néanmoins, au vu des témoignages de toutes les familles qu'on reçoit, j'ai aucun doute que ça existe également dans ces cas-là. C'est juste qu'il n'y a pas d'études pour l'instant sur le sujet. Ça correspond à quoi, cette accommodation familiale? À des changements de la routine quotidienne, mais ça, tous les aidants qui nous écoutent, qui sont présents, le savent. Être en retard, changer de mode de vie, accepter des conditions de vie non désirées, etc.
c'est aussi une participation active à des rituels et réassurances dans le cas des TOC ou troubles anxieux. Donc pour tous les troubles anxieux, mais qui sont souvent comorbides, je vais aussi prendre sur les troubles psychiatriques sévères, il y a souvent des troubles anxieux associés. C'est le fait de réassurer beaucoup de fois, souvent, la personne. Les réassurances, ça paraît bien, dire à quelqu'un « Ah là, je suis stressé », lui dire « T'inquiète pas, ça va aller », etc. Mais en réalité, c'est pas toujours une bonne chose, parce qu'on va toujours valoriser l'évitement émotionnel plutôt que le fait de se confronter à l'émotion. L'aide aux évitements, donc là concrètement, on aide comportementalement à éviter, donc typiquement faire les courses, le ménage, les obligations de la vie quotidienne, etc. Qu'est-ce que ça provoque ? En fait, tous ces comportements, ils empêchent de nouveaux apprentissages. Ils empêchent, par exemple, un jeune homme qui aurait des voix. Moi, quand je travaille en TCC des voix avec les gens, j'ai besoin qu'ils entendent des voix, j'ai besoin qu'on soit dans un lieu où il y aura les voix pour apprendre à les gérer, parce qu'on ne peut pas apprendre à gérer son entente de voix si on n'y est pas confronté, très clairement. Et du coup, ça va empêcher la personne de faire des nouveaux apprentissages, parce que si on me protège, si on fait tout à ma place, et Nicolas prend souvent l'idée de mettre sous cloche, et c'est ça, on met sous cloche, je ne peux pas faire de nouvelles expériences et je ne peux pas apprendre quelque chose de nouveau. Et pire que ça en termes d'identité, c'est qu'en plus, la personne, elle apprend quelque chose sur elle. Si des gens font à ma place, ça veut bien dire que moi, je ne suis pas capable. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'en tant que soignant, on fait à la place de quelqu'un. On est en train de lui apprendre, de lui confirmer l'idée qu'il n'est pas capable. Et ça, c'est toujours à réfléchir. Qu'est-ce que la personne apprend des comportements, de ce qu'on lui propose ? Et le proche, il apprend aussi quelque chose sur son fils, sur son conjoint, sa conjointe, sur sa fille, son frère, sa sœur, que l'autre n'est pas capable. Si je dois faire à sa place, ça veut bien dire que l'autre n'est pas capable de faire. Donc cette accommodation familiale, elle se maintient. On a une détresse qui est liée au trouble. Il y a la détresse qui monte, je ne suis pas bien. Là, un proche va s'accommoder. À court terme, ça marche. Ça réduit la détresse. Ou je suis bien, quelqu'un fait à ma place. Je n'ai pas besoin d'aller faire les courses. Papa ou maman va les faire. C'est bon, c'est super. J'apprends quoi ? Que j'ai une dépendance à mes proches pour ma régulation émotionnelle. Quand je ne suis pas bien, il faut que je sollicite un proche. Et ça maintient les symptômes, puisque, comme je disais, je ne fais pas de nouveaux apprentissages. Et aussi, à force de solliciter mes proches, on parlait il y avait le concept de fardeau tout à l'heure qui a été expliqué, ça va augmenter le fardeau perçu, et plus on a du fardeau, plus aussi on développe une communication critique en famille. Parce qu'il y a un moment, on en a marre, et c'est là où on voit qu'il y avait des mauvaises compréhensions. Il y a quelques années en psychiatrie, on disait « ouais, les parents, ils sont horribles avec leurs enfants ». Ils sont super critiques. Ouais, quand ça fait 10 ans que vous vivez avec quelqu'un et que ça crée des tensions à la maison, forcément, vous devenez critique. Mais c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. C'est venu à force. Et c'est normal d'en avoir marre au bout d'un moment. Cette communication critique va être un problème parce qu'elle renforce l'accommodation familiale. Je vais préciser après. Donc concrètement, cette accommodation familiale, elle augmente le fardeau pour les aidants. Elle baisse la qualité de vie et le fonctionnement familial. Et alors ça, dans mon domaine, dans les thérapies, on a un problème, c'est que aussi ça réduit l'efficacité des thérapies. Parce que clairement, si moi je travaille avec un jeune à aller entendre des voix, et que ses parents font des choses à sa place, et que du coup il ne peut pas utiliser ce qu'on a vu ensemble pour apprendre à gérer ses voix, eh ben on va à l'opposé, l'un l'autre en fait. Et d'où l'importance de travailler avec les familles, parce que si moi je fais un truc, que la famille fait un autre truc, et qu'on va chacun dans un sens différent, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Donc d'où l'importance d'intégrer les familles. Ce qu'on sait aussi, en tout cas dans tout ce qui est troubles anxieux, troubles dépressifs, c'est que plus il y a d'accommodation familiale, plus ça augmente la sévérité des symptômes. Et plus les symptômes sont sévères, plus ça augmente l'accommodation familiale. Donc c'est un cercle vicieux qui se met en place. On sait que ça augmente les symptômes dépressifs. Plus on s'accommode, plus je m'isole, plus je perds en autonomie, plus je vais augmenter mes symptômes, plus je vais avoir des symptômes dépressifs. Et aussi une diminution de la relation de couple pour l'aidant. C'est-à-dire que dans les couples, ça c'est un problème. L'année dernière, je vous avais parlé d'amour ici même, pour les personnes concernées. C'est un problème aussi, c'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un et que cette personne se met à m'aider, la personne concernée, sur le coup, elle va trouver la relation plutôt chouette, parce que quelqu'un s'accommode et du coup, ça l'aide à court terme pour réduire la détresse. Par contre, l'aidant
va trouver la relation amoureuse de moins bonne qualité parce que ça va lui coûter du fardeau. Et plus il va y avoir d'accommodation, plus il va y avoir une divergence dans la satisfaction au sein du couple. Donc il y a ça aussi qui a à voir, c'est qu'en fait les deux vont pas avoir la même vision du couple et ça va se rattraper à un moment. C'est-à-dire que la personne concernée va finir par se dire « Ah merde, en fait ce que je fais ça marche pas pour mon couple », mais c'est pas au même moment. Et c'est souvent ça qui va créer des séparations. Alors, il y a des choses qui augmentent, j'ai parlé tout à l'heure de la communication critique. On sait que plus il y a de communication critique, ce qu'on appelle les émotions, le concept d'émotion exprimée. On se dit exprimer ses émotions, c'est bien. Dans le concept d'émotion exprimée, plus on a des scores élevés, plus ça veut dire qu'on est critique. C'est l'émotion négative. Donc plus on est critique, plus ça va augmenter l'accommodation familiale. Parce que typiquement, ça veut dire qu'en fait, on va aider la personne, mais on va dire « Ah, tu me fais chier tout le temps, je dois faire tout le temps tes courses, tu pourrais les faire de temps en temps. » Alors on le fait, donc on s'accommode, mais on le fait en râlant. Donc ce qui met la personne en situation de culpabilité, ce qui fait qu'elle se sent encore moins capable de faire ses courses, ce qui fait qu'elle a encore plus besoin d'aide pour le faire. On a aussi les comportements coercitifs. Ça, je vais y venir. Donc, c'est les comportements de prise d'otage qui peuvent se produire des fois dans les familles et qui, très clairement, sont un gros problème et quelque chose qu'il faut travailler rapidement. Et bien sûr, plus je perds en autonomie, donc une détérioration de mon fonctionnement socio-professionnel, plus je vais solliciter de l'accommodation. Ça, c'est logique, en fait. Moins je suis capable de faire des choses. Typiquement, je me mets en arrêt de travail, j'arrête de faire des choses, et là, je vais perdre petit à petit en autonomie. Donc, quand on parle avec les parents, c'est comme la situation que je vous ai pris en exemple au début, c'est « mais qu'est-ce qui se passe si j'arrête de m'accommoder ?» En fait, je me sens honteux, je me sens coupable, alors plutôt coupable qu'honteux d'ailleurs. Souvent, c'est la culpabilité, je me sens triste, je me sens frustré. J'ai l'impression que si je ne fais pas, rien ne sera fait. Et j'ai peur d'augmenter le stress de mon proche. Et si j'augmente mon stress, il va rechuter. Son stress, il va rechuter. Et s'il rechute, je vais revivre tout le cycle d'hospitalisation. C'est ce que Nico décrivait tout à l'heure. Juste bien sûr, pour les parents, c'est normal d'avoir le réflexe d'aider son enfant. Typiquement, notre cerveau, il est fait pour ça. C'est juste qu'à l'âge adulte, il est censé s'arrêter de faire ça. Mais comme souvent, là, on est sur des gens qui n'ont pas pu décoller à cause de la pathologie, ils sont restés à la maison, finalement, ce réflexe ne diminue pas. Alors souvent, donc on a le groupe Espoir Famille, j'y reviendrai rapidement, mais les gens me disent « Ouais, mais je constate bien qu'il ne peut pas tout faire. » Bien sûr, attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'accommoder du tout, parce que c'est pire que tout, en fait, pas s'accommoder du tout. Il y a une pathologie qui vient d'arriver dans la famille, il faut bien s'adapter un peu, ce qui est normal. Et oui, on ne peut pas tout faire, mais on va essayer d'aider au maximum les parents à, plutôt que faire à la place d'eux, faire avec, par petites étapes, etc. Mais ça a un coût, c'est un fardeau, et c'est là où les aidants, les soignants, peuvent prendre le relais. On dirait, attendez, vous êtes en galère avec ça, nous, on va prendre le relais. C'est ce qui reste comme temps. Ok. Donc là, les gens me disent, ok, oui, vous êtes sympa, on va faire par petites doses, etc. Mais on a ce truc de ces comportements coercitifs. Alors le mot est un peu pénible, mais en fait, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est des comportements qui vont avoir pour but, comme je ne sais pas gérer ma détresse. Si je suis la personne qui a le trouble, je ne sais pas trop gérer ma détresse. En tout cas, on ne m'a pas donné d'outils à l'heure actuelle pour la gérer. Quand mon proche ne va pas vouloir s'accommoder, je vais essayer de trouver une stratégie pour qu'il s'accommode. Je vais faire quelque chose, je vais essayer de trouver. Ma détresse va me pousser à trouver quelque chose. Typiquement, pleurer, crier, reprocher. Vous ne me comprenez pas, ça je l'ai souvent entendu. Vous êtes de mauvais parents, vous n'avez pas compris mon trouble, etc., etc. Chantage, culpabilisation, voire comportement auto-agressif, ou dans quelques rares cas, hétéro-agressif. Attention, juste je précise, à ces moments-là, c'est la détresse de la personne qui prend le dessus. Ce n'est pas la personne concernée qui a envie de faire du chantage à sa famille ou de pleurer ou de crier. C'est juste la détresse est tellement forte qu'elle prend le dessus. Et c'est le trouble à ce moment-là qui prend le contrôle de la personne. Et c'est le trouble, le problème, ici, et pas la personne. Soyons bien d'accord avec ça, c'est important, parce que le but, c'est pas de culpabiliser l'un ou l'autre. C'est au contraire d'aider les familles à se reconnecter pour faire un ennemi, l'ennemi qui est la détresse, finalement.
Du coup, comment on fait? C'est là où je vais parler un petit peu d'Espoir Famille. On a créé un groupe à Montpellier qui s'appelle Espoir Famille, où on parle de rétablissement, comme a dit Nicolas, surtout parce que sinon on faisait des trucs et les gens ils comprenaient pas. On était là, ouais, le jeune veut un appartement, on y va, alors que les parents nous disent attendez, il est à peine sorti d'hospice depuis 2 semaines. Donc on avait besoin d'expliquer comment on travaillait pour être en bon lien avec les parents. Puis on a aussi dit on va travailler l'accommodation familiale et de façon très concrète, parce que c'est vrai que je suis tout à fait pour la psychoéducation, il en faut expliquer aux familles, etc. Mais il y a un moment, nous parler des symptômes, de la schizophrénie, de la bipolarité, tout ça c'est bien. Mais savoir qu'est-ce que je fais quand mon gamin, il sort pas de sa chambre et qu'à 3h du matin, il va piller le frigo et il laisse en bordel tout dans la cuisine, c'est ça que nous pose comme question les parents. C'est ça qu'on nous demande. Et du coup, c'est comment on aide les parents à gérer ça. Et ça, c'est une question centrale, je pense, pour vraiment aider les parents. Parce que qu'est-ce qui se passe si on arrive à gérer ça ? Si on aide des parents à gérer ça, très clairement, ils vont voir, s'il n'y a plus la cuisine en bordel à 3h du matin, ils vont se dire, ouais, il y a un progrès, ça va leur faire du bien. Et si ça leur fait du bien, ils vont avoir une communication plus positive. Donc le proche va se sentir plus valorisé. Et ainsi de suite. Et là, on va créer plutôt des cercles vertueux qui vont bien fonctionner. Et c'est la réponse, effectivement, qu'attendent les familles aussi, au-delà de l'information. C'est comment je fais concrètement. Il y a pas mal d'études qualitatives qui ont interrogé des familles. Et les familles disent, je sais que ce que je fais, c'est pas ce que je devrais, mais je ne sais pas faire autrement et personne ne m'explique comment faire autrement. Et je pense que notre challenge, c'est ça, c'est d'expliquer aux familles comment faire autrement. Ce qui est proposé, alors moi je prends mon domaine de compétences qui sont les TCC. Ce qui est proposé, clairement, alors les TCC en France, on n'était pas très sur les familles, il faut être honnête, on n'était pas très bon là-dessus. Mais ce qui est proposé, c'est quand même d'intégrer les familles. Donc, au-delà de groupes de psychoéducation, c'est de les intégrer à des séances thérapeutiques, sans pour autant faire de la thérapie familiale. Ce qui est différent, c'est vraiment de les intégrer à certaines séances et pour les aider à lever pile ce type de comportement de à 3h du matin, je pille le frigo et ça crée des tensions le lendemain matin au réveil. Donc clairement, le but, c'est pouvoir de faire baisser l'accommodation parce que ce qu'on sait, c'est que ça pourrait faciliter la diminution des symptômes, au moins anxieux et dépressifs, voire même ça va permettre de mieux gérer les symptômes type psychotique, si on aide la personne à s'y confronter avec des outils si la personne est outillée à côté. Clairement, ce qui a été montré, c'est qu'en fait, il faut intégrer les proches. Alors en TCC, c'est aux thérapies, mais je pense qu'il faut intégrer les proches dans tous les types de suivis, dans les suivis réhab en général, en tenant compte de l'accommodation familiale et ne pas faire que des interventions sur l'accommodation familiale. C'est ce qui a été montré dans les études, c'est que si on fait que sur l'accommodation familiale, les gens ils nous disent « bon, ok, c'est gentil, il ne faut plus faire ça ». Non, il faut les accompagner à comment changer et leur donner des outils, des pistes pour changer. Donc faire venir les gens en séance, psychoéduquer sur le trouble, ça, il y a tous les programmes, bref, Pro-Famille, etc., qui le font très bien. Psychoéducation sur l'accommodation, ça, effectivement, c'est souvent pas le cas. Puisque les gens que je reçois dans le groupe, qu'on reçoit dans le groupe Espoir Famille, en général, ils ont fait Pro-Famille, ils ont fait bref, mais c'est des infos qu'ils n'ont pas eues. Donc ils nous disent que c'est un apport en plus qui est important. Et développer aussi des techniques de communication plus positives, effectivement, pour diminuer le niveau de communication critique. Et une dernière question, c'est que finalement, alors Nico l'a déjà dit, mais est-ce que les soignants ne s'accommoderaient pas également ? À quel moment on le fait et pourquoi, et aussi on le fait aussi par bienveillance, on le fait aussi avec nos propres émotions, parce qu'on se dit ah, mais là si je l'aide pas, il va pas y arriver, donc je vais le faire, et puis ça veut dire de moi, après il me remercie, la personne me dit merci, tu m'as super aidé, t'es un super soignant, ça me valorise, ça me fait du bien, du coup je recommence à le faire, c'est logique, on est humain, c'est ce qu'on fait, mais c'est se poser la question, il y a des actions qui à court terme peuvent être plutôt délétères et nuire à long terme. Donc c'est comment on réfléchit toujours pour aider, oui, mais accompagner à l'autonomie et pas faire à la place d'eux. Et ça va vite de faire à la place d'eux. Je vais clore là-dessus. Il y a, si vous voulez avoir un point de vue plus long, j'ai fait une conférence avec l'association Promesse, un webinaire avec l'association Promesse. Donc il y en a pour 2 heures de webinaire à destination des familles.
Donc les familles peuvent le regarder si vous voulez qu'ils aient de la psychoéducation, parce qu'en fait j'ai fait exactement le même contenu que j'aurais fait dans le groupe. Sauf que vu que c'est en format webinaire, il n'y a pas d'interaction, ce qui est un peu dommage, alors qu'en groupe évidemment on peut interagir. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez le conseiller aux familles pour réfléchir à la question. Et sur ce, merci à vous.